Je suis très ravi d'être encore une fois à Fès et je remercie infiniment les organisateurs, en particulier toute l'équipe organisatrice, en particulier Sehida, Sehattar et toute l'équipe, de nous avoir permis donc d'être réunis aujourd'hui, de revoir des amis, des confrères après une longue période dictée par cette fameuse pandémie. Et donc, j'ai le plaisir d'introduire ce symposium de Sanofi Genzyme sur les MPS1, qui ne sont autres que des maladies de surcharge, des maladies lysosomales. Ça fait partie du mucopolysaccharidose que Madame professeure Créol aura donc tout à l'heure, nous aurons le plaisir de l'écouter. Et pourquoi l'engouement de ces maladies de surcharge et ces lysosomales? Parce qu'ils étaient longtemps le parent pauvre, mais ces dernières années, et grâce à la collaboration précieuse, notamment du laboratoire Sanofi Genzyme, on a pu avoir les moyens de diagnostiquer, mais aussi on a des thérapeutiques à proposer pour améliorer dans la mesure du possible la vie de ces patients. Mais avant, c'était très difficile. Quand on suspecte cliniquement, donc on renvoie le malade. Mais aujourd'hui, on a cette opportunité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un symposium pour que le professeur Créol ne parle encore en détail de cette pathologie. Mais avant de donner la parole à Madame Créol, je voulais juste vous informer. Donc, j'ai le plaisir de vous informer qu'il y a le projet qui a été initié par le laboratoire Genzyme et le ministère de la Santé, plus précisément de l'ADLM. Donc ce projet, à un certain moment, il a été arrêté, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que le projet se concrétise et donc il va permettre au comité de pilotage national de travailler avec le ministère de la Santé pour pouvoir donner un plus à ces maladies rares. Et les besoins sont énormes. Je parle en général sur les maladies rares et en particulier sur les maladies de surcharge. Donc je peux vous dire que c'est du concret. Voilà, donc après cette information, je passe la parole au professeur Créol. Professeur Créol, inutile de la présenter, professeur à Rabat, et il fait la neurologie pédiatrique et les maladies métaboliques. À toi la parole, professeur Créol. Merci, Abkari, merci beaucoup. Bonjour mes collègues, mes amis. Donc, avant de commencer, je dois d'abord remercier l'amicale des pédiatres de Fès et les laboratoires Sanofi Genzyme de l'invitation et de l'organisation de ce symposium autour de certaines maladies qui sont considérées rares, mais apparemment ce n'est pas le cas. Et c'est les mucopolysaccharidoses, donc c'est pour sensibiliser autour des maladies métaboliques et aussi pour mettre l'accent sur les acquis qui sont déjà là dans notre contexte et bien sûr montrer les difficultés et les obstacles qu'il faut absolument surmonter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les mucopolysaccharidoses sont des maladies génétiques qui sont secondaires à un défaut spécifique dans certaines enzymes lysosomales. Donc, ce sont des maladies lysosomales et ces enzymes lysosomales, ils jouent le rôle de la dégradation des mucopolysaccharides ou s'appellent aussi les glycosaminoglycanes. C'est pour ça on les appelle les mucopolysaccharidoses. C'est la même terminologie. Donc, ce sont des maladies considérées rares, mais actuellement, en principe, si on prend maladie par maladie, sont considérées rares, mais si on les prend et on les considère en globalité, toutes les maladies métaboliques ou toutes les mucopolysaccharidoses ne sont pas rares, donc sont des maladies qui sont malheureusement, ils atteignent nos petits patients. Donc voilà, donc le diagnostic, en principe, si on y pense, le diagnostic généralement est simple des mucopolysaccharidoses. Donc il faut savoir qu'il y a actuellement 7 mucopolysaccharidoses sur le plan clinique, mais avec 11 déficits enzymatiques différents. Donc ça veut dire que sur le plan enzymatique et sur le plan génétique, on peut être différent, mais on peut présenter la même
manifestation clinique et le même tableau clinique. C'est pour ça qu'on a 11 déficits enzymatiques différents, bien sûr, une génétique aussi différente. Donc actuellement, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'urlaire, c'est la mucopolysaccharidose de type 1, MPS1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la mucopolysaccharidose type 1? Il est secondaire, quoi? C'est une maladie lysosomale, comme je viens de dire, maladie héréditaire, et qui est secondaire à un déficit en une enzyme lysosomale qui s'appelle alpha-L-hydronidase. Et cette enzyme, son rôle, c'est de cataboliser, de métaboliser les GAG ou les glucosaminoglycanes, qui sont dans notre cas, c'est dermatane et les éparanes sulfate. Donc tout cela est secondaire à une anomalie génétique au niveau du gène qui code cette enzyme. Donc anomalie génétique va donner un déficit enzymatique, soit c'est une enzyme qui est nulle dans le sang, ou bien une activité enzymatique très faible qui n'arrive pas à dégrader les glucosaminoglycanes qui sont au niveau de lysosome. Donc, dans ce cas, on aura une accumulation de ces GAG à l'échelle cellulaire, à l'échelle tissulaire, à l'échelle des organes, et on aura un dysfonctionnement important au niveau des organes et avec bien sûr des dommages qui sont très importants. Donc, on peut considérer que la MPS1, c'est le prototype des mucopolysaccharidoses. Donc, c'est une maladie, si on la prend toute seule, elle est parmi les maladies rares, un cas sur 100 000, par exemple, en France, et c'est une maladie qui est autosomique récessive. Donc, la chose importante, c'est que la MPS1, elle est constituée de 3 formes. Donc, c'est un continuum clinique allant d'une forme sévère vers une forme lente. Donc, la forme sévère, c'est la maladie d'Urlaire. C'est là où le déclin cognitif est très important. C'est une maladie de système importante avec des manifestations, une atteinte multisystémique qui est très précoce. Donc là, malheureusement, ce sont des enfants qui décèdent avant l'âge de 10 ans en dehors de toute thérapeutique. La forme intermédiaire, c'est le syndrome de Hurler-Scheie. Donc là, le développement, on peut dire cognitif quasi normal, et les manifestations atteintes multisystémiques sont un peu plus tardives, et le décès vers l'âge de 30 ans, ou inférieur à l'âge de 30 ans. La forme la plus modérée, ça s'appelle le syndrome de Scheie. Donc là, le développement cognitif est normal, strictement normal, et l'atteinte multisystémique, elle est tardive, et la durée de vie, l'espérance de vie, elle peut aller vers 30 à 40 ans. Donc, si vous remarquez que les deux petits enfants, les deux premiers, le Hurler et le Hurler-Scheie sont des petits patients de notre série, alors que le Scheie, le syndrome Scheie, donc il ne fait pas partie de notre série. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de Scheie dans notre compte, au moins dans notre série. Donc, on va découvrir ensemble les éléments de diagnostic de la mucopolysaccharidose de type 1 à travers une série de 34 patients colligés et suivis à l'unité de neuropédiatrie et maladies neurométaboliques du service et à la lumière, bien sûr, des données de la littérature. Donc, sur plan épidémiologique, l'âge de nos malades, il va de 3 ans à 27 ans. Actuellement, on a des enfants qui ont 27 ans, qui sont encore suivis au service de pédiatrie, et avec un âge moyen de 13 ans. Et l'âge moyen de diagnostic, il est 5 ans, entre 8 mois et 13 ans. Et on a calculé un délai diagnostique de 3 ans. Donc ça veut dire que quand même, entre le premier symptôme d'apparition de la maladie et le diagnostic, c'est un délai de 3 ans en moyenne. Dans notre série, nous avons 13 filles et 21 garçons, donc ça veut dire qu'il y a une prédominance masculine. Et on peut dire 2/3 des malades sont issus de parents consanguins et la consanguinité est de premier degré dans 3/4 des cas à peu près. Pour les cas similaires, donc, il y a des cas similaires dans la fratrie ou chez les cousins et ce n'est pas très très fréquent, 8 sur 34 contre 26 sur 34. Quel était le motif de consultation de ces enfants? Dans notre série, le motif le plus fréquent, c'était la dysmorphie faciale. Donc les parents, à chaque fois, ils constatent une modification, un changement au niveau des traits de caractère faciaux des enfants.
dont 62% des patients. Et vient après l'hernie. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des hernies, et surtout l'hernie ombilicale. Dans un tiers des cas, bien sûr, il y a d'autres motifs de consultation. Il y a le retard statural, le retard psychomoteur, l'atteinte osseuse, etc. Donc, un peu sur le plan clinique, donc, du moment où c'est une maladie qui est multisystémique et progressive, il y a une accumulation de ces gags au niveau de plusieurs organes du corps, on aura donc un dysfonctionnement de plusieurs organes. Donc, allons de la tête aux pieds. Donc, commençons par les yeux. Donc, c'est une atteinte ophtalmique très importante. Surtout, il y a une caractéristique de l'atteinte ophtalmique de la MPS1, c'est les opacités cornéennes. Vraiment, ce sont des enfants qui sont dysmorphiques et qui ont la cornée qui est opaque. Donc, vraiment, c'est très caractéristique comme élément important. Il y a d'autres atteintes, bien sûr, oculaires, le glaucome, l'œdème, et c'est surtout, il y a une cécité nocturne, chose aussi caractéristique au niveau chez les MPS1. Au niveau oral et respiratoire, l'obstruction des voies aériennes supérieures et inférieures à cause de l'accumulation des gags, donc il va avoir un retentissement important sur la vie des enfants. Ce sont des enfants qui font beaucoup d'infections respiratoires à répétition, ce sont des enfants qui ronflent, qui font beaucoup d'otite, qui ont une hypoacousie, qui font des apnées de sommeil, chose qu'il faut toujours chercher chez ces enfants-là. Et sur le plan ostéo-articulaire, donc l'accumulation de ces gags, il va donner des raideurs, il va donner ce qu'on appelle la dysostose multiple. Donc il y a des éléments très importants qu'on va les voir au niveau osseux et articulaire. Sur le plan neurologique, l'accumulation au niveau du cerveau et du système nerveux périphérique est à l'origine aussi d'un retard, d'une déficience mentale, d'un retard cognitif. Et on peut avoir un syndrome carpien et on peut avoir une compression médulaire à cause de l'accumulation de ces gags au niveau de la charnière cervicale. Aussi, cette accumulation est à l'origine d'une dysmorphie faciale, on va la voir, d'une atteinte cardiaque parce que l'accumulation au niveau des valves, elle va être à l'origine d'une valvulopathie. Et sur le plan viscéral, chose qui est importante et vraiment, tout pédiatre peut la voir, c'est la viscéromégalie importante, l'hépatosplénomégalie et surtout les hernies, l'hernie ombilicale et l'hernie inguinale. Donc, vous avez bien compris comme quoi c'est une maladie vraiment de système. Donc, toujours dans notre série, la dysmorphie faciale, regardez, vraiment, elle a été notée chez presque tous les malades. Donc, chez tous les malades, sa dysmorphie, elle est surtout, c'est une macrocrénie, avec une scaphocéphalie, avec des yeux qui sont éloignés, écartés, éloignés, et avec un nez épaté, des lèvres épaisses qui sont un peu séparées. Parfois, il y a même une respiration bouche ouverte. Et le cou, il est très court, il est enfoncé au niveau des épaules. Donc, c'est vraiment une dysmorphie. Hein. Si on la voit une fois, donc on ne risque pas de la rater, en principe, par un pédiatre. Sur le plan viscéral, donc, comme j'ai dit, il est dominé par deux choses importantes, c'est l'hépatosplénomégalie. Regardez, 94% de nos patients avaient une hépatosplénomégalie et 97% avait une hernie. Pour vous dire comme quoi l'hernie, vraiment, une hernie chez un nourrisson, c'est une MPS. Jusqu'à preuve du contraire, il faut chercher dans ce sens. Donc, regardez les hernies. L'hernie, surtout ombilicale, très importante, très impressionnante. C'est difficile à vivre avec les parents des malades et avec le malade. C'est vraiment très difficile. Et le problème, c'est qu'il récidive après chaque chirurgie s'il n'y a pas un traitement derrière. Sur le plan ORL et respiratoire chez nos patients, et 60% de nos patients avaient des problèmes, soit un nez qui coule, des infections ORL à répétition, respiratoires à répétition, une hypoacousie, des apnées de sommeil. Sachez que les apnées de sommeil, on faisait le diagnostic cliniquement parce qu'on n'avait pas la main sur une polysomnographie pour la confirmer un peu sur le plan paraclinique. Donc, beaucoup de patients ont été amenés à faire une amygdalectomie, des drains transtympaniques, une adénoïdectomie, etc. Sur le plan osseux et articulaire, donc sur le plan vraiment, c'est une dysostose multiple. Donc il faut la connaître. Au niveau pulmonaire, thoracique, on a des côtes en rame. Regardez l'enfant qui a une scoliose, il y a un flessum, un enraidissement des articulations et un aspect très particulier au niveau des vertèbres. C'est l'aspect en éperon des vertèbres. Donc regardez l'aspect des mains trapues et ça s'appelle mains en griffe.
et les mouvements qui sont limités, les mouvements l'ouverture des articulations, elle est très limitée chez ces enfants. Sur le plan neurologique, 79% de nos patients ont une atteinte neurologique, presque 80%. C'est un retard cognitif plus ou moins sévère en fonction du cas clinique. Et on avait une hydrocéphalie chez 4 patients qui n'avaient pas nécessité une dérivation, une compression médulaire chez un patient avec tétraplégie, et les neurochirurgiens n'ont pas pu le toucher malheureusement. Une atteinte sensitivo-motrice dans le cadre d'un syndrome du canal carpien chez 11 patients quand même sur 34, donc c'est pas rare, et il faut toujours le chercher. Une étroitesse du tronc occipital et du canal rachidien chez 2 malades, une atteinte de la substance blanche chez 3 patients. Sur le plan ophtalmologique, c'est ce que je viens de vous dire, c'est 73% de nos patients avaient une opacité cornéenne, avaient une atteinte ophtalmique. Les opacités cornéennes chez 13 patients, regardez l'aspect de la cornée qui est presque blanc cassé, donc c'est les opacités cornéennes. Il y a d'autres anomalies au niveau ophtalmique. Sur le plan cardiaque, presque 90% de nos patients avaient une valvulopathie. Donc c'est fréquent quand même. Donc au total, sur le plan clinique, regardez, c'est presque la plupart de nos malades ont présenté tous les symptômes de la MPS1. Donc via en premier, par exemple, c'est l'atteinte osseuse et articulaire, puis après c'est la dysmorphie, c'est l'atteinte cardiaque, etc., la viscéromégalie, les hernies. Donc la plupart des malades ont fait le maximum de symptômes de la MPS1. Donc, la MPS1, c'est un continuum clinique qui va du syndrome Hurler en passant vers le syndrome Shay, en passant par Hurler-Shay. Donc, on a classé nos malades, 34 malades sur le plan clinique, bien sûr, on les a classés de cette façon. Donc, on a considéré qu'on a 28 malades sur 34 Hurler-Shay, donc la forme intermédiaire, et 6 malades sur 34, la forme sévère Hurler. Quand évoquer une MPS1, donc maintenant c'est clair, devant l'association illégitime de plusieurs atteintes organiques, même une atteinte organique banale et minime, mais le plus important, c'est qu'elle est persistante ou bien elle est récidivante. Donc, c'est comme ce qu'on dit pour la mitochondrie. S'il y a une association illégitime de symptômes, pensez à ce type de maladie. Donc, avant 5 ans, c'est tout ce qu'on vient de dire. Mais après 5 ans, en plus de ce qu'on vient de dire, se rajoute l'atteinte ophtalmique et l'atteinte cardiaque. Comment faire le diagnostic de la MPS1? C'est facile. Donc, on va ramasser les urines. De 12 heures ou de 24 heures selon le laboratoire, et on va demander les GAG, les mucopolysaccharides au niveau des urines, ou bien les glycosaminoglycanes urinaires. Donc les GAG, cette étude, c'est une étude quantitative et qualitative. Il va chercher toutes les MPS. Bien sûr, il va nous orienter après, il va nous répondre comme quoi chercher tel MPS. Donc, le diagnostic, bien sûr, de certitude, c'est le dosage enzymatique. Donc, on va doser l'alpha-L-hydronidase au niveau des leucocytes. Et, bien sûr, après, c'est l'étude génétique pour chercher l'anomalie génétique. C'est important pour le diagnostic et pour le diagnostic anténatal aussi. Donc, regardez ici, le malade numéro 6. Donc, il a 2 bandes anormales de dermatane sulfate et héparin sulfate, donc, qui a été détecté par l'analyse des GAG. Le dosage de l'enzyme se fait de 2 manières, soit au niveau d'un prélèvement de sang, 5 à 10 ml sur un tube EDTA, ou bien simplement sur une tache de sang séchée sur papier buvard de type Guthrie. Donc ça, c'est juste on peut le faire bien sûr au niveau des amniocytes en culture et des villosités choriales si on veut faire un diagnostic anténatal. La génétique, bien sûr, si on a les moyens, pourquoi pas, il faut toujours faire la génétique. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a 2 mutations. Il y a les mutations non-sens. Donc là, sont des mutations qui sont majoritaires chez le phénotype sévère. Et il y a les mutations faux sens, qui sont majoritaires chez les phénotypes atténués. Donc là, chez nos patients, bien sûr, on a fait les GAG chez 87% des cas. Le dosage enzymatique, c'est la plupart des malades. Et l'étude génétique, quand même, presque 80% des cas. Regardez l'étude génétique chez nos malades. On a noté la même mutation génétique chez tous les malades.
Donc, ça veut dire une mutation qui circule au Maroc. Donc, c'est la même mutation et qui correspond à la faussance, donc majoritaire chez les patients Chai ou hurleur Chai. Ça veut dire, on a de la chance, notre mutation qui circule au Maroc, hein, il se trouve surtout chez les patients pas sévères. Sur le plan thérapeutique, il y a deux volets. Il y a le traitement symptomatique et le traitement spécifique. Le traitement symptomatique, on ne va pas le détailler effectivement, mais c'est très très important, c'est essentiel. C'est la kiné, c'est l'appareillage, c'est la prophylaxie de l'endocardite. Donc, c'est le régime. Bon, il n'y a pas de régime spécial, mais il faut les prendre en charge sur le plan nutritionnel. Il faut faire attention à l'anesthésie et à toute intubation orotrachéale. C'est très grave chez ces enfants, etc. Donc, le traitement symptomatique, il est vraiment très essentiel. Le traitement spécifique. Il y a 4 volets de traitement spécifique. Il y a d'abord l'enzymothérapie. L'enzymothérapie, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va délivrer l'enzyme recombinante spécifique déficiente au lysosome du patient. Donc cette enzymothérapie, il peut se faire de 3 manières, soit par voie intraveineuse, soit par voie intrathécale, soit par voie intraveineuse, mais associée à des protéines de fusion. Deuxième volet thérapeutique, traitement spécifique, c'est la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Donc là, ces cellules souches du donneur hématopoïétique, ils vont délivrer l'enzyme déficitaire au patient, au receveur, et il va fabriquer de lui-même son enzyme qui est déficitaire. La thérapie génique, troisième volet, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter à l'individu, au patient malade, de façon indirecte, un vecteur dans le sang, ou bien in situ, et qui va délivrer aux cellules un gène sain. Donc c'est le gène sain qui va suppléer le gène malade. C'est la thérapie génique. Quatrième volet thérapeutique sont les petites molécules de fusion qui vont s'associer à l'enzyme et qui vont faciliter son intégration au niveau et son passage au niveau de la barrière hémato-encéphalique. Et comme ça, on va traiter les maladies, l'atteinte neurologique de la maladie. Mais sachez que le gold standard des MPS urlaire, c'est la greffe des cellules souches. Donc, bien sûr, ces cellules souches, on va les avoir soit des cellules souches du cordon ombilical, ou bien de la moelle osseuse, ou bien des cellules souches du sang périphérique du donneur. Et on va passer par des étapes, donc pour arriver à transplanter ces cellules souches au receveur. Bien sûr, il y a un conditionnement avant greffe, un conditionnement après greffe, et finalement, ces cellules greffées, ils vont se différencier en monocytes et en macrophages pour sécréter l'alpha-L et d'uronidase qu'on veut dans le sang périphérique des tissus. Donc, c'est une source enzymatique endogène. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la greffe des cellules souches a une seule place importante. C'est que quand l'âge de l'enfant est inférieur ou égal à 2 ans, 5 mois, et quand on est en face d'un phénotype sévère, c'est-à-dire urlaire, ou bien un phénotype non connu, et quand le quotient intellectuel du patient il est supérieur ou égal à 70. Si on a ces critères, c'est la greffe qui est à instaurer en premier. En dehors de cette situation, toujours l'enzymothérapie en premier. Donc là, c'est juste pour vous dire que la greffe, elle donne des résultats importants, mais il y a parfois des surprises négatives. La même chose au niveau de la cornée, au niveau des articulations des membres inférieurs, la greffe, il y a des problèmes pour la greffe. Il ne donne pas vraiment des résultats au niveau de la cornée et surtout les articulations des membres inférieurs. Donc, gold standard des MPS1, c'est urlaire. Donc, la greffe, il n'a pas d'indication dans l'urlaire-Chai et dans la Chai. Pourquoi? Parce que l'évolution, elle est lente de la maladie et ils ont une espérance de vie plus longue et il n'y a pas une atteinte cognitive importante. Donc là, on conseille l'enzymothérapie. Concernant notre contexte pour la greffe, donc la greffe de moelle, on a un seul patient qu'on avait diagnostiqué à un âge très précoce, à l'âge de 11 mois.
Et on a fait vraiment les mains et les pieds pour faire la greffe de moelle osseuse dans notre contexte arabe avec nos amis hématologues. Mais malheureusement, l'enfant, il n'a qu'un frère qui est semi-compatible. Et ce frère qui est semi-compatible, il est épileptique et il a un retard cognitif moyen avec MPS négatif. Donc notre équipe de Rabat n'a pas pu faire la greffe de cellules souches. Donc il l'a faite en Turquie, mais malheureusement, elle a échoué. L'enzymothérapie intraveineuse, donc là, l'aldurazine. Donc l'aldurazine, c'est l'aronidase, c'est le seul traitement enzymatique actuellement qui est approuvé pour la MPSA. Donc soit on utilise en monothérapie, soit associé à la greffe, avant greffe et après greffe, à la dose de 100 unités kg par semaine, donc une fois par semaine en intraveineuse. Donc le but c'est quoi de cette enzyme? Qu'est-ce qu'il va faire l'enzymothérapie? Elle va nettoyer l'accumulation des gags et il va prévenir de nouvelles accumulations. Donc elle va traiter les manifestations non neurologiques de la MPSA. Pourquoi? Parce que cette enzyme, OLIL-SF, ne passe pas la barrière hématoméningique jusqu'à maintenant. Donc l'aldurazine, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des études, vraiment des études très larges sur ça. L'aldurazine améliore ou stabilise la fonction pulmonaire chez les patients atteints de MPSA. Donc regardez les courbes entre placebo et entre les malades traités par enzymothérapie. Il y a vraiment une grande différence sur le plan respiratoire. La même chose, l'aldurazine améliore ou stabilise la mobilité chez les patients atteints de la MPSA. Donc là, c'est le test de marche de 6 minutes qui est fait donc, entre un groupe de placebo et un groupe de malades traités. Donc il y a une grande différence, une amélioration vraiment de la mobilité des enfants traités. Et aussi l'aldurazine, qu'est-ce qu'il fait? Il améliore ou stabilise la qualité de vie des patients atteints de MPSA. D'abord la douleur. Elle est antidouleur. Il améliore l'amplitude des mouvements, il stabilise et il améliore la qualité de vie de ses enfants et il fait un redémarrage, une amélioration de la vitesse de croissance et l'amélioration des apnées de sommeil, chose qui est très difficile chez ces enfants-là. Donc, l'aldurazine, bien sûr, a démontré un bon profil de sécurité et de tolérance. Il y a des effets secondaires, certes, mais sont gérables en principe. Donc, on va les surveiller au cours du suivi. Il y a un protocole de suivi de ces malades. Donc, au cours de ce protocole de suivi de ces malades, en principe chaque 3 mois au début, puis chaque 6 mois, etc. Donc, on a des choses à tester. Le test de marche de 6 minutes, les gags, le niveau de l'enzyme, les radios, l'IRM médulaire, etc. Il y a tout un protocole, on ne rentre pas dans les détails, de suivi de ces malades donc à l'international. Pour l'enzymothérapie intrathécale, là, il est en cours d'évaluation. C'est une option de traitement de manifestation du système nerveux central de la maladie, même chez les enfants, chez les malades qui ont la compression de la moelle et même chez les enfants qui ont un déclin cognitif. Donc, elle est en cours d'évaluation. Pour l'enzymothérapie intraveineuse avec des protéines de fusion qui vont favoriser l'entrée de cette enzyme au niveau de la barrière, aussi, elle est en cours d'évaluation. Dans notre contexte, on a 13 patients. Regardez, sur 34 malades, on n'a traité que 13 patients par une enzymothérapie. Donc, par une enzymothérapie, voilà. Donc, sur le plan évolutif de notre série, donc on considère qu'il y a une bonne évolution sur beaucoup de plans chez les 13 patients. Donc, le test de marche de 6 minutes s'est beaucoup amélioré de 150 mètres à 461 mètres en moyenne. Les gags ont été diminués de 69%, diminution de l'hépatosplenomégalie, amélioration des mouvements et de l'abduction des épaules, diminution des affections respiratoires, diminution des apnées de sommeil, etc. Mais il y a quand même des difficultés, il y a toujours des problèmes. Le retard cognitif de degrés très variables entre les malades, il existe quand même une aggravation. Pourquoi? Parce que nos diagnostics restent toujours tardifs et le traitement, il commence généralement tardif. L'aggravation de l'atteinte ophtalmique d'un patient, donc on discute maintenant la greffe de cornée, et il n'y a pas d'amélioration d'une atteinte articulaire chez une patiente jusqu'à maintenant. Donc regardez quand même l'amélioration notable des enfants qui avaient l'hernie inguinale,
Dernier ombilical qui était impressionnant, donc sans récidive, sans enzymothérapie, donc c'est une bonne évolution. Hein, donc voilà, sur l'amélioration aussi sous traitement enzymatique de la mobilité et de l'atteinte osseuse chez cet enfant qui était presque ankylosé, maintenant il arrive à bouger, à marcher, à aller à l'école, etc. Donc c'est une amélioration de la qualité de vie. Juste là pour vous dire comme quoi, au cours de la période de pandémie Covid-19, situation exceptionnelle, et s'est posé la question, pourquoi l'accès est difficile? Il y a une restructuration des services hospitaliers parce qu'on avait une unité Covid à l'hôpital, etc. Est-ce qu'il y a possibilité de réduire les déplacements et minimiser la fréquentation de l'hôpital pour faire éviter les interruptions de traitement chez malade? On a adopté un schéma alternatif. Au lieu que l'enfant vienne une fois par semaine, il venait une fois par 2 semaines avec une dose double. Donc, on donnait 1,2 mg par kilo chaque 2 semaines pour 5 malades. Et on n'a pas remarqué d'aggravation de l'état clinique, pas d'effet indésirable et satisfaction des parents impeccable. Mais maintenant, il y a des parents qui adoptent toujours ce schéma. Ils ne veulent pas le quitter. Donc, en gros, au total, c'est juste pour vous dire que les possibilités thérapeutiques actuelles, approuvées actuellement, c'est que l'enzymothérapie et la greffe de cellules souches. L'enzymothérapie par l'aldurazine, elle est approuvée. La greffe de cellules souches, quand l'indication est là, elle est approuvée. Alors que les autres, le traitement par thérapie génique, le traitement intratécal, le traitement intraveineux avec des protéines de fusion sont en cours d'évaluation, sont toujours autour de la phase 1 de l'étude. Donc, en conclusion, l'association illégitime de plusieurs atteintes organiques, même banales, mais récurrentes et persistantes, doit nous mettre toujours sur la piste de ce type de maladie. Surtout, on a un traitement spécifique à proposer pour ces malades. Le pronostic dépend de la rapidité, bien sûr, de la prise en charge thérapeutique, donc ça veut dire de la rapidité et de la précocité du diagnostic. Il nécessite de fournir des efforts pour promouvoir la greffe de la moelle osseuse quand l'indication est là. Et avec la généralisation actuelle de la couverture sociale, on a vraiment beaucoup d'espoir pour faciliter l'accès à l'enzymothérapie substitutive à tous nos malades. Donc, avant de finir, je vais dire la même nouvelle. Donc, la même nouvelle à vous annoncer, c'est que le ministre de Santé a signé hier la mise en application de la convention qui a été déjà faite entre le ministère de Santé et les laboratoires Sanofi Genzyme, qui va englober la formation des pédiatres dans les maladies métaboliques et qui va englober aussi la reconnaissance des centres d'excellence et qui va englober aussi, la troisième chose, c'est la mise en place d'un registre national des maladies métaboliques. Je vous remercie. Merci, Madame Créole, pour cette brillante présentation pratique qui a fait le tour d'horizon des MPS 1. Et je te remercie aussi d'avoir respecté vraiment le timing, vraiment 0 seconde. Donc le tour d'horizon de ces MPS 1, et comme vous l'avez constaté, c'est à l'instar de toutes les maladies de surcharge, et en l'occurrence les mucopolysaccharidoses ou les maladies lysosomales en général, c'est des maladies qui touchent plusieurs organes. Et pour le MPS 1 en particulier, si par exemple par malheur le médecin ne fait pas attention à la dysmorphie, ce sont des patients qui peuvent atterrir chez des médecins d'horizons divers. Et vous l'avez vu quand Mme Créole a présenté la présentation clinique. Donc ça peut être une maladie orthopédique, neurologique, hépatosplénomégalie, ça peut atterrir chez l'ophtalmo. Donc vous voyez que ces affections sont même physiopathologiques. C'est facile à comprendre et qui rendent compte de cette complexité cellulaire, c'est à l'échelle cellulaire, et ce qui se passe dans cet organite qui est le lysosome, l'ensemble d'enzymes qu'il renferme, et qu'un déficit d'une enzyme, il peut engendrer une maladie comme maladie de Gaucher, comme MPS1, etc. Et c'est des maladies
multiviscérale et qui cause beaucoup d'inconfort et de problèmes pour ces patients. Et je suis très content qu'il y a beaucoup d'efforts partout pour essayer de vulgariser, donc pour faciliter le diagnostic, d'autant plus que les moyens diagnostiques aujourd'hui sont disponibles et même les solutions thérapeutiques, quoique ça reste difficile à y accéder, mais ça va venir avec cette collaboration précieuse qui s'établit et ce contrat signé hier, donc ça va faciliter la tâche pour les centres déjà existants, mais parmi les objectifs, c'est créer encore d'autres centres en fonction des CHU du Royaume. Et je pense que c'est de bon augure pour la prise en charge de ces maladies-là. Donc je passe la parole, il nous reste 5 minutes à 10 minutes, je passe la parole à la salle. Madame Chami. Merci, professeur Kouil. J'adore vos présentations. C'est vraiment clair, net et précis. Et j'ai une question, en fait, pour le diagnostic précoce. Voilà. D'abord, ma première question, est-ce que ces examens biologiques, on peut les faire n'importe où, ou là, il y a des centres spécialisés pour le dosage des gags urinaires, etc. La deuxième question, c'est le diagnostic précoce. À quel moment vraiment on peut faire ces analyses le plus précocement possible? Est-ce qu'il est possible de faire un dépistage très très tôt dans la vie, même chez le nouveau-né, quand on a une histoire familiale? Voilà mes deux questions. Oui, merci Madame Chami, merci beaucoup. Donc, ce sont des questions pertinentes. Donc, d'abord, je commence par la dernière. Effectivement, il faut, s'il y a un cas index dans la famille, absolument, il faut faire un diagnostic très précoce à la naissance, du moment où il y a un traitement, ou même anténatal, s'il n'y a pas de possibilité thérapeutique, et laisser le choix aux parents après. Donc, le diagnostic, s'il y a un cas index, on est obligé de le faire. Deuxième chose, le diagnostic, vraiment, il peut être fait de façon au cours des 6 premiers mois. Mais c'est le but de cette présentation, c'est de sensibiliser autour des éléments précoces. C'est quoi? C'est surtout les infections à répétition, c'est surtout le ronflement, c'est surtout les otites. Ce sont des enfants et ils grandissent. Avec l'âge, il change de caractère. Donc les parents, ils peuvent venir pour vous dire, il a changé de caractère. Donc c'est là où le pédiatre, il doit tiquer, il doit faire le diagnostic. C'est très important de faire le diagnostic avant l'âge d'1 an. C'est vraiment très important pour proposer 1 an ou 2 ans, pour proposer la greffe justement de cellules souches et l'encadrer de l'enzymothérapie, si bien sûr il s'agit d'un urlaire avec un quotient intellectuel supérieur ou égal à 70. Pour les gags urinaires et le diagnostic biologique, en principe, il se fait à Rabat, dans le centre de référence des maladies métaboliques du professeur Chebraoui avant et maintenant de Mme Chkaroun. Donc les gags urinaires sans aucun problème, ça se fait à un prix raisonnable, sans aucun problème, mais vraiment très cher en privé. Donc ça se fait. Pour l'activité enzymatique, la même chose, il se fait, c'est le même service. Et bien sûr, en privé, mais il est cher. Et pour l'étude génétique, il y a une aide très importante de nos laboratoires, Sanofi Genzyme. Il suffit de leur dire qu'on a une suspicion, ils nous aident dans ce sens. Donc vraiment, ils nous aident aussi pour le diagnostic et avant même de commencer le traitement. Donc ça se fait, le diagnostic sans aucun problème, les gags, le dosage enzymatique et même la génétique. Donc regardez, on a fait la génétique pour tous nos malades et ça vraiment, malheureusement les malades arrivent tard et c'est pour ça qu'on a des résultats qui ne sont pas très très importants. Donc on a essayé d'améliorer le maximum, mais quand même. Et aussi le traitement, ce n'est pas disponible à tout le monde, que 13 malades sur 34 malades, et on a une liste d'attente trop longue, des malades qui attendent toujours leur traitement. Sauf les malades qui sont mutualistes. La Knox actuellement et CNSS sans aucun problème, sont des malades traitables. Pour le RAMED, donc là, on doit attendre. Il y a le traitement à l'hôpital, par exemple d'enfants, je ne sais pas dans les autres hôpitaux, mais à l'hôpital d'enfants, il y a le traitement de la MPS1, mais pour un nombre réduit de ramédistes. Mais pour la mutuelle militaire, pour l'hôpital militaire, aucun problème, tous les malades sont traités. Donc ça veut dire qu'il y a un traitement. Donc il suffit d'y penser. Oui. Madame Chami, il faut demander les gags pour éviter les gags, c'est ça? Madame Chkaroun.
Oui, Madame Krioul, je vous félicite pour l'excellence de votre exposé. Merci. Moi, j'ai posé une question par rapport à la transition au service adulte. Jusqu'à quand vous allez suivre ces enfants? Est-ce que vous avez planifié quelqu'un qui va s'occuper de ces enfants? Parce que 27 ans, on ne va pas toujours pédiatriser cette pathologie. C'est un problème pour toutes les maladies chroniques. J'allais poser une question sur le traitement sans accessibilité et la prise en charge par le RAMED et l'AMO. Comment faire? Parce que c'est des maladies orphelines. Il faut donner le traitement le plus tôt possible. Donc, il faut vraiment batailler pour ça. Et comment vous avez fait? Et la troisième question, c'est par rapport à votre série. Vous avez dit que dans les mutations, vous avez trouvé surtout les formes qui correspondent au Shine et Shine-Hurler, alors que dans les cas cliniques que vous avez présentés, on a trouvé vraiment des cas évolués de la maladie, la forme Hurler vraie, mais il n'y a pas de corrélation avec la mutation qui correspond à ce phénotype particulier. Comment vous expliquez ça? Oui. Donc, je commence peut-être par la dernière. Je l'explique par le retard diagnostique. Même on n'a pas de Shine d'ailleurs, on n'a que Hurler et Hurler-Shine. Hurler sont des malades sévères. C'est eux qui ont la majorité et le maximum de tous les symptômes. Et on a Hurler-Shine. Hurler-Shine, en principe, c'est une maladie modérée, mais il faut la traiter. Il faut la prendre en charge. Sinon, avec le temps, c'est une évolution lente. Mais sinon, avec le temps, on aura tous les signes qu'on veut. Donc, ça veut dire, en dehors de traitement, les choses atténuées ou non atténuées, on va aboutir à la dysmorphie, on va aboutir à une atteinte osseuse sévère, à la valvulopathie, on va aboutir à tous les symptômes avec le temps. Voilà, d'accord? Est-ce que vous avez... Donc voilà, donc le problème c'est que en dehors du traitement, on ne peut pas vraiment juger de atténuer. C'est vrai, l'évolution elle est un peu lente par rapport à l'Hurler, mais il faut traiter les malades avant de juger. Pour la question des... Madame Krioul, oui. Il faut faire vite parce que le temps presse et les organisateurs le demandent parce qu'on a encore deux questions. Très bien, allez-y. Oui, les deux dernières questions, rapidement. Comment? Question rapide, réponse rapide, s'il vous plaît. Donc pour le service adulte, c'est quelque chose de très difficile. Et c'est pour toutes les maladies chroniques. On a cherché, on a beau chercher. Personne ne veut les prendre. Donc on a demandé une dérogation au CHIS, au centre hospitalier universitaire, pour recevoir, pas en hospitalisation, en hôpital de jour et traiter ces malades et les suivre en consultation parce qu'il n'y a personne qui veut les suivre. On va prendre deux questions, Madame Anaflous, et après Sibylle Tahila, mais rapide, question rapide, réponse rapide, et on termine. Alors moi je me présente, je suis Dr Anaflous, je suis la directrice de Sanofi Genzyme. C'est juste pour partager avec vous deux informations primordiales. La première concernant le diagnostic. Alors, il y a un service qui est partagé par Sanofi Genzyme et qui est localisé dans les différents centres de référence. Donc, le service, c'est le diagnostic sur le papier Guthrie, sur les DBS. Donc, si vous avez une suspicion, vous pouvez demander donc à ce qu'on vous ramène des papiers DBS. Vous faites 4 petites gouttes de sang de vos patients sur les papiers DBS. Vous les adressez au centre d'excellence, donc notamment chez Madame Krioul, chez Siab Kari, il y a chez Sibous Kraoui par rapport à Marrakech, Madame Aïd Stab, Sihida à Fès, et aussi il y a le service de Oujda, c'est chez Madame Ben Ajiba, et même chez certains internistes. Donc si vous avez une suspicion, vous demandez les papiers DBS, vous faites vos prélèvements, vous les envoyez au centre d'excellence et vous allez recevoir la confirmation diagnostique avec le dosage et le génotypage, si votre patient est positif. Si votre patient est négatif, vous allez recevoir que votre patient est négatif avec une orientation vers la maladie métabolique suspectée. Ça, c'était la première information à partager avec vous. La deuxième information concernant l'Aldurazim, comme l'a dit Madame Krioul. Aujourd'hui, l'Aldurazim, il est sur la liste de l'ANAM, donc c'est un produit qui est remboursable à 100%. Donc tous vos patients, CNSS, Knopistes, qui ont des assurances privées seront pris en charge à 100% par les institutions. Pour les malades ramédistes, bien sûr, ça doit répondre au budget de l'hôpital qui est limité, qui ne peut pas contenir tous les patients. C'est pour ça qu'il y a une liste d'attente dans les différents services. Mais comme il y a le nouveau chantier, le nouveau programme, où majoritairement on passera sous la couverture de la CNSS. Donc il faut se dire que dans le futur, tous nos malades seront pris en charge par ce système-là. Merci beaucoup. Merci Madame Anaflous. Donc on retient DBS auprès des centres de référence, facile, rapide et facile à faire. Et on retient
l'implication CNOPS et CNSS. Si Bentahila, c'est la dernière question. Question rapide et réponse rapide. Merci. Donc, je vous remercie, Madame Krewil, pour cet exposé. Alors, ce que je voudrais dire concernant l'atteinte cardiaque, on travaille ensemble, on fait systématiquement l'échocardiographie, on cherche les cardiomyopathies hypertrophiques et la fuite mitrale, la fuite aortique. Il faut dire qu'on doit insister pour essayer de faire le maximum le diagnostic précoce, parce que l'atteinte valvulaire elle est irréversible, même avec le traitement. Et qu'il faut, avec l'occasion de cet partenariat entre le laboratoire et le ministère, je pense qu'on doit profiter pour former à l'hôpital et même dans les autres villes, les autres provinces, des comités multidisciplinaires pour essayer d'améliorer, parce qu'une seule personne, une seule unité ne peut pas prendre. Donc il faut faire une équipe multidisciplinaire pour améliorer la qualité de prise en charge de ces enfants. Merci ici, Bentahila, donc d'avoir évoqué ce problème de complémentarité et de solidarité. Et j'ai oublié tout à l'heure, quand j'ai parlé multiviscéral, j'ai oublié l'atteinte cardiaque. Donc je te remercie de l'avoir évoqué. Merci Siad Khari, merci Madame Krewil, merci le laboratoire Genzyme. Voilà, donc directement le déjeuner, vous êtes invités. Et on va reprendre à 14h30 pile pour ne pas cumuler de... Juste une information concernant la conférence de Robert de Cohen qu'on a ratée hier, sera diffusée cet après-midi à 18h. Donc il y aura une petite modification de programme. Bon appétit.